Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 13 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Robert Barnes est avec nous. Bienvenue Robert. Ravi d'être là. Alors, je vais commencer. Attends, je vérifie juste ton micro. Je vais monter un peu le volume. Voilà. Pour Robert, je voudrais commencer par ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Il y a eu un avion iranien, un avion civil, qui se rendait au Yémen avec à bord une délégation yéménite. Quand ils sont arrivés dans l'espace aérien yéménite, ils ont voulu atterrir à l'aéroport international de Sanaa. Mais ils ont été interceptés par l'armée de l'air saoudienne, des chasseurs qui ont essayé de les forcer à quitter l'espace aérien. L'avion a alors pris la direction de l'ouest du Yémen, mais les Saoudiens ont frappé la piste de l'aéroport international de Sanaa. Finalement, l'avion iranien a atterri dans l'ouest du pays, à l'aéroport d'Al-Hodeïda, si je ne me trompe pas. Alors, le Yémen a dit, nous allons riposter, et comme on en parlait, ils l'ont fait. Ils ont frappé 2 cibles, au moins 2 sites en Arabie Saoudite. Ils ont attaqué avec des missiles balistiques et des drones. Ils ont visé l'aéroport international d'Abha, ainsi que la base aérienne du roi Khaled. Ils ont touché ces 2 cibles. Puis un peu plus tard, ils ont publié un communiqué ici. Ce communiqué disait, en substance, « Dans ce contexte, nous mettons en garde toutes les compagnies aériennes contre le survol de l'espace aérien saoudien et nous les exhortons à prendre cet avertissement au sérieux tant que le blocus de l'aéroport international de Sanaa ne sera pas levé. » En gros, ils imposent un blocus à l'Arabie saoudite tant que celle-ci ne mettra pas fin au siège du Yémen. C'est là toute la complexité du problème. Quelle est, selon vous, la signification de ce type d'attaque? Et qu'est-ce que l'Arabie saoudite cherche à obtenir à travers tout ça? C'est une bonne question, parce que les Saoudiens ont vraiment changé de position dans le conflit avec l'Iran. À l'époque, ils pensaient qu'ils allaient éliminer les outils sans difficulté. MBS a fait, disons, une grande sorte de parade pour préparer ce conflit, puis il a fini par reculer, la queue entre les jambes. De la même façon, pour le conflit avec l'Iran, d'après ce que je comprends, les Saoudiens, en coulisses, encourageaient Trump, pensant que ça éliminerait les Iraniens comme contrepoids aux Saoudiens. Enfin, tout ça remonte très loin, jusqu'à la révolution iranienne de 1979. À l'époque, la CIA, le MI6 et d'autres acteurs occidentaux utilisaient les Saoudiens pour diffuser la version wahhabite de l'islam sunnite, en la radicalisant, en la politisant, dans des pays comme le Pakistan, en Arabie saoudite et ailleurs. L'idée, c'était de contrebalancer l'influence iranienne grandissante en rallumant la fracture entre chiites et sunnites. Et ça s'est retourné contre eux de bien des façons. Ça s'est retourné contre eux au Pakistan. Ça s'est aussi retourné contre eux en Afghanistan. Et ça a encore échoué dans le... Le fait de libérer, ou si vous préférez, de préparer le terrain pour des mouvements futurs comme Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra et d'autres du même genre, tout ça vient en grande partie des courants les plus radicalisés de l'islam sunnite, pas de l'islam chiite. Mais beaucoup de ces actions ont été menées pour contrebalancer le régime iranien. Ce régime n'était pas, du point de vue occidental, uniquement motivé par le chiisme, mais plutôt par une critique de l'influence américaine, occidentale et israélienne au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Iran. Cette opposition s'étend aussi aux populations chiites et aux Palestiniens dans toute la région. Et aujourd'hui, on voit les Houthis avec leur propre version de l'islam chiite. Mais l'Iran y a vu une occasion de créer un alignement en faveur des laissés-pour-compte du Moyen-Orient, en soutien aux courants proches des chiites. Et ils sont très résistants. Le Yémen, c'est une histoire très ancienne. Et là-bas, il y a un groupe de gens qui incarnent une forme de résistance. Des gens qui ne se laissent pas faire, qui ne disparaissent pas sans se battre. Les efforts des Saoudiens pour les écraser ont échoué. Même si nous avons
en quelque sorte lâché une version d'Al-Qaïda là-bas, au Yémen. Nous avons contribué à détruire leur économie et leur société, mais nous n'avons pas vaincu les Houthis. Alors Trump, au tout début de l'année 2025, a voulu s'assurer, garantir même, que cette frappe en particulier aurait bien lieu. Il a déclaré qu'il allait écraser les Houthis en 30 jours. Mais au final, des conversations sur Signal entre des membres de son équipe ont fuité. On y voyait que le vice-président Vance était déjà à l'époque très sceptique sur les interventions au Moyen-Orient. Il disait qu'il ne pensait pas que ça marcherait. En revanche, la mort de Haig avait déclenché un enthousiasme guerrier, un peu comme pendant la guerre contre l'Iran. Bien sûr, Trump n'a pas pu gagner. C'était justement le point de Larry Johnson. Comment garder le détroit d'Ormuz ouvert alors qu'on n'a même pas réussi à vaincre les Houthis, qui ne sont qu'une version bien plus petite de l'Iran? Et donc, au final, on est simplement parti, en faisant semblant d'avoir gagné. Mais la mer Rouge, enfin, elle n'a jamais vraiment rouvert comme avant, depuis que les Houthis y ont imposé des restrictions et des contrôles. Ensuite, il y a eu la montée des tensions vers la guerre avec l'Iran, et les Houthis ont déclaré qu'ils étaient prêts à intervenir quand on leur demanderait, ou quand le moment serait venu. Au début de la guerre, MBS était aux côtés de MBZ, des Émirats arabes unis, et des Émiratis dans une certaine mesure, mais beaucoup moins avec les Qataris. Les Bahreïnis, eux, font à peu près tout ce que veulent les Saoudiens, la plupart du temps, parce qu'à Bahreïn, une famille royale sunnite gouverne une population majoritairement chiite. Et avec la forte présence militaire américaine, le Koweït fera tout ce que les États-Unis lui demanderont. Je veux dire, ils sont aussi dociles qu'on peut l'être. Ils ont... Non seulement les frontières et les rapports de pouvoir ont été créés par l'Empire britannique bien avant l'Empire américain, mais c'est tout simplement dans leur nature, et ça l'a toujours été depuis longtemps. Mais au fil de la guerre, MBS et les Saoudiens ont commencé à hésiter. Poutine et les Russes les ont fortement dissuadés de s'impliquer davantage dans le conflit et de rejeter la proposition du désormais défunt sénateur Lindsey Graham, qui voulait qu'ils rejoignent officiellement et pleinement la guerre contre l'Iran. Je pense qu'on peut dire feu le sénateur Lindsey Graham. Ah oui, feu le sénateur Lindsey Graham. Oui, tout à fait. Disons simplement que nous ne sommes pas tous en deuil, pour le dire ainsi. Il y a des gens dont on pleure la mort et d'autres dont on ne la pleure pas. Et Lindsey Graham fait partie de la deuxième catégorie, vu la quantité de morts qu'il a provoquées dans le monde pendant qu'il était sénateur des États-Unis, et avant cela, membre de la Chambre des représentants. Alors, vers la mi-mars, ou un peu plus tard, les Saoudiens ont changé de ton. Ils ont estimé que ce conflit mettait trop de choses en danger, que les États-Unis ne pouvaient pas le gagner comme ils le pensaient, ni comme les Saoudiens le pensaient. Et ils ont commencé à se retirer, à prendre leur distance avec toute nouvelle implication. En fait, ils ont lancé une sorte de voie parallèle avec les Pakistanais, les Turcs et les Iraniens pour créer une espèce d'OTAN islamique destinée à contrebalancer la pression des États-Unis et d'Israël dans la région. Mais vous savez, MBS hésite sans cesse à aller jusqu'au bout de cette idée. Les Qataris aussi, ils avancent puis reculent. Les Émiratis, pareil. Et on le voit bien, il n'y a pas vraiment de raison pour les Saoudiens d'intensifier les frappes contre les Houthis à ce stade. Mais il semble que les Saoudiens aient permis que leurs bases aériennes soient utilisées pour attaquer l'Iran, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. Même chose du côté des Qataris. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le groupe le plus enthousiaste dans toute la coalition du Golfe, le CCG, c'était les Émiratis. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce soit justement les Émiratis qui se retirent un peu.
Peut-être parce qu'ils comprennent que Dubaï pourrait bien disparaître s'ils ne trouvent pas un accord avec l'Iran. Donc j'ai été un peu surpris de voir les Saoudiens commencer à frapper les Houthis et en quelque sorte les inviter à réagir, ce qu'ils allaient probablement faire de toute façon. Parce que jusqu'ici, l'escalade du côté iranien est restée plutôt contenue, bien plus contenue qu'on ne le pense ou qu'on ne le reconnaît en Occident. Parce que fermer cet autre détroit, ce n'est pas juste, comme certains disent, 4 ou 5%. En réalité, c'est plus que ça. C'est par là que beaucoup contournaient le détroit d'Ormuz, notamment les Saoudiens. Alors oui, les Saoudiens peuvent passer par d'autres routes, mais ce sera beaucoup plus coûteux, plus cher et plus long. La vraie question, c'est combien de temps on peut garder les deux détroits fermés, vu la quantité de pétrole, de gaz naturel, d'engrais, d'hélium pour les puces électroniques qui servent à l'intelligence artificielle et qui représentent une part énorme de la croissance de l'économie américaine sous le président Trump. Donc, le risque ne cesse d'augmenter. Et, vous savez, le scénario du piège de l'escalade, décrit par le professeur Pape, semble aujourd'hui plus crédible que la sortie de crise qu'on a vue à plusieurs reprises grâce aux différents accords que le vice-président Vance a négociés avec l'Iran. Et Trump continue de montrer à quel point il est incapable de conclure un accord. Mais ce qui me surprend, c'est que tout dépend maintenant des pays du Golfe. S'ils ne veulent pas être frappés ou risquer de l'être gravement, c'est à eux d'accélérer la mise en place d'un nouvel accord de sécurité au Moyen-Orient, un accord qui exclurait les États-Unis et qui contiendrait Israël. Mais tant qu'ils seront encore trop occupés à se préoccuper de leurs adversaires internes, que ce soit les milices chiites en Irak, le Hezbollah chiite au Liban, les Houthis au Yémen ou les Iraniens, plutôt que de la menace sécuritaire plus large que représente la présence américaine et un président mentalement instable actuellement à la Maison-Blanche, ils risquent de laisser la situation leur échapper complètement, d'une manière qu'ils ne pourront plus maîtriser. L'un des principaux problèmes, Robert, c'est la question du pétrole et de l'énergie. Et on sait bien quelle est la situation avec l'Arabie saoudite. S'ils veulent riposter contre les Yéménites, ils n'ont pas accès au golfe Persique en ce moment. Du coup, ils utilisent l'oléoduc qui va jusqu'à la mer Rouge. Mais si les Yéménites décident d'attaquer cet oléoduc ou leurs installations pétrolières, ce sera très facile pour eux de toucher leur cible. Parce qu'il est pratiquement impossible pour l'Arabie saoudite de contrôler ou de défendre cet oléoduc. C'est presque impossible. Et franchement, je ne comprends pas quel est leur raisonnement quand ils décident d'attaquer le Yémen de cette manière. Tu vois, ils ont attrapé la maladie Trump parce que surtout, là tu aides vraiment les Iraniens à s'en sortir. Ça leur permet de laisser les Houthis frapper les infrastructures pétrolières et de fermer un autre détroit, plutôt que d'essayer de le faire eux-mêmes. Et jusqu'ici, ils ont évité de riposter directement contre les Saoudiens pendant cette dernière série d'attaques en représailles. En gros, ça revient à leur donner le feu vert pour laisser les Houthis faire le travail à leur place. Et les Houthis, eux, sont impatients de montrer ce qu'ils valent dans ce contexte, dans ce conflit. Donc oui, je suis d'accord. Je trouve ça incompréhensible. Au début, quand j'ai entendu ça, j'ai même pensé que c'était peut-être Israël qui faisait semblant d'être les Saoudiens. Mais non, c'était clairement les Saoudiens. Donc tout ça, c'est juste contre-productif. On voit une incapacité dans une grande partie du monde alignée sur les États-Unis et Israël à raisonner de façon claire et rationnelle. Un peu comme on le voit entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest à propos de la Russie. N'importe quel analyste indépendant, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt direct dans cette affaire, se dit « ça n'a rien de rationnel ». C'est peu probable que ça donne le résultat recherché. Ça réduit vos chances de succès
et ça augmente vos risques. Et peut-être que les Saoudiens se sont dit que c'était le bon moment pour montrer quelque chose aux Houthis, puisque l'Iran est distrait par l'attaque américano-israélienne. Mais c'était un raisonnement bancal, si c'est vraiment là-dessus qu'ils s'appuient. Je veux dire, il faut aussi se rappeler que beaucoup de ces États du Golfe sont des monarchies oligarchiques, sans légitimité démocratique, ni autorité issue de leur population. Et souvent, ils agissent à l'encontre de ce que veulent leurs citoyens, que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou d'Israël. La première grande plainte de Ben Laden, c'était la présence de l'armée américaine près de la Mecque et de Médine. Ce n'était rien d'autre. C'était l'un de ses principaux griefs contre les États-Unis quand il est passé, en l'espace d'environ 5 ans, de collaborer avec eux en Afghanistan à se retourner contre eux. Ça fait déjà pas mal de temps que c'est une source de controverse, aussi bien dans le monde saoudien que dans celui des familles royales en général. Et puis tout le monde arabe et musulman a regardé, impuissant, pendant que ces pays ne faisaient pratiquement rien pour empêcher Israël de raser Gaza. Et ensuite, ils refusent de retirer les bases militaires américaines de leur région, alors que ces bases sont littéralement une invitation à se faire attaquer. Et ils réagissent avec une indignation morale quand ils sont frappés, après que les États-Unis ont utilisé leur territoire pour lancer des attaques contre l'Iran. Franchement, j'ai vu certaines de ces princesses des Émirats, du genre « Oh, comment ose-t-il faire ça ?» Eh bien, c'est un rappel, non? Les Saoudiens ont-ils déjà gagné une guerre? Sérieusement. Je veux dire, regardez, ce n'est pas la génération de leurs parents, ni de leurs grands-parents, ni même de leurs arrière-grands-parents. Des gens marqués par la retenue géopolitique, des personnes qui ont grandi à la dure, qui ont conquis leur pouvoir à la dure. Là, on parle de jeunes gâtés, privilégiés, qui ont grandi en jouant à Call of Duty comme MBS et MBZ, profondément influencés par la culture occidentale, déconnectés d'une grande partie de leur propre histoire. Leurs frontières, c'est un héritage du pouvoir britannique venu de l'Ouest. Et à ce titre, ils ne pourraient pas être plus différents du Hezbollah, plus éloignés de la résistance palestinienne, plus distants des Houthis, plus éloignés encore des Perses et de l'Iran, qui défendent une civilisation ancienne, l'une des plus anciennes du monde. Je pense que ce que vous voyez, ce sont des exemples de personnes dont les compétences politiques sont vraiment très limitées. Vous voyez une bande de jeunes, privilégiés, choyés, avec un chef qui se prend pour un roi à la Maison-Blanche. Et ça montre à quel point cette combinaison peut être dangereuse pour le monde. On n'a rien vu de comparable depuis la Première Guerre mondiale, quand tout le monde a perdu la tête, et que ça a tout déclenché. Il n'y aurait pas eu de Hitler sans la Première Guerre mondiale. Il n'y aurait pas eu de fascisme sans la Première Guerre mondiale. Il n'y aurait pas eu de communisme sans la Première Guerre mondiale. Cette guerre a plongé le monde dans le chaos pendant presque un siècle. Et aujourd'hui, on voit le même degré de folie, d'incompétence, de sentiment d'impunité, d'arrogance et d'hubris en Occident que ce qu'on voyait à l'époque. Robert, Donald Trump a annoncé que le blocus américain contre l'Iran entrerait en vigueur demain, à 20h. Alors voilà la question. Qu'est-ce qui a changé jusque-là? Il avait décidé de lever le blocus. Il a signé un document qu'il a appelé un soi-disant protocole d'accord, et maintenant, il remet le blocus en place. En plus, il parle même d'imposer une taxe de 20% sur le nouveau système de péage qu'il veut instaurer dans le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déjà réagi à Donald Trump. Alors, qu'est-ce qu'il cherche exactement avec ce blocus en le rétablissant? C'est simple. Bébé Trump est fâché. Bébé Trump veut bombarder. Bébé Trump veut bloquer. Bébé Trump obtient ce que bébé Trump veut. C'est
littéralement la logique. Il n'y en a pas d'autre. Tous les observateurs géopolitiques objectifs aux États-Unis l'ont dit dès le départ. Qu'est-ce que vous espérez accomplir ici? Même des gens très critiques envers l'Iran, même des soutiens affirmés du président Trump, disent qu'il n'y a aucun objectif gagnant. On ne peut pas, en les bloquant, améliorer le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. On ne peut pas non plus, en les bombardant, améliorer le trafic qui sort du détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Et il faut que ça sorte, comme Trump lui-même l'a reconnu il y a seulement quelques semaines. Environ 4 semaines en fait. Il a dit « on a 4 semaines avant de ne plus pouvoir utiliser toutes nos réserves pour compenser ce qui manque à cause de la baisse de production dans le Golfe. » Et ça ne parle même pas de l'hélium. La Chine vient d'aggraver le problème en annonçant qu'elle n'exporterait plus d'hélium. C'est pourtant l'un des plus grands producteurs mondiaux. Résultat, la moitié de l'hélium disparaît du marché mondial. Et l'hélium, ce n'est pas quelque chose qu'on peut stocker. Il faut un approvisionnement constant, continu. Et à quoi sert l'hélium? Aux puces électroniques, les semi-conducteurs. Et ces semi-conducteurs, ils sont indispensables à quoi? À toute l'infrastructure des centres données aux États-Unis. Et ça va où? Eh bien, ça correspond à presque toute la hausse du marché boursier américain. Presque toute la croissance du PIB pendant la présidence de Trump, dans son second mandat, vient de l'intelligence artificielle et du développement des capacités de calcul des données. Donc, il met tout ça en danger. Il met en péril le boom boursier dont il s'est attribué le mérite. Et pourquoi est-ce que c'est important? Normalement, ça ne devrait pas l'être autant, puisque la bourse est détenue, pour l'essentiel, par les 10% les plus riches. Mais aujourd'hui, dans notre économie américaine en forme de K, ces 10% représentent plus de la moitié des dépenses de consommation. Ça veut dire que s'ils deviennent nerveux, s'ils se replient, on risque non seulement une chute brutale des marchés, mais aussi un impact sur les plans d'épargne retraite, les comptes 401k, les IRA et les prestations de retraite des travailleurs américains. Mais cela pourrait aussi entraîner une forte baisse de la consommation intérieure. Et ça a toute une série de conséquences et de répercussions sur l'économie américaine. Et tout ça, c'est distinct du problème des engrais, qui provoque une pénurie alimentaire, qui fait grimper les prix de la nourriture, oui, indépendamment aussi de l'impact du prix du carburant, parce que les marges de raffinage continuent d'augmenter. Moi, je ferais presque abstraction des prix à terme, parce qu'il y a eu tellement de manipulations sur ces marchés à terme et dans leur calendrier que certaines choses semblent se répéter de façon trop régulière pour être naturelles. Très probablement, il y a là une intervention gouvernementale. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est imprimer de l'essence, ni du diesel. Les États-Unis sont importateurs nets de pétrole brut lourd qui vient surtout du Golfe. Nous sommes donc très vulnérables à un manque de cela, comme le président l'a reconnu il y a un mois. Ce qu'il faut surveiller, ce ne sont pas les prix à terme. Regardez plutôt le prix du gaz domestique aux États-Unis, le prix à la pompe, le prix du diesel, le prix du kérosène. Le diesel est essentiel, non seulement parce que c'est la principale source d'énergie pour l'agriculture américaine, mais aussi parce qu'il est vital pour tout notre réseau de distribution, pour les routiers et tous les transports de marchandises. Donc, quand le prix du diesel augmente, pratiquement tous les autres prix augmentent aussi dans l'économie américaine, à cause de son rôle central dans le transport des biens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour la personne ordinaire, c'est une vraie inflation. Par exemple, quand ils ont imposé des sanctions à la Russie, une grande partie de l'inflation a surtout touché les élites, parce que c'était les sacs Gucci qui ne pouvaient plus s'offrir, ou qui avaient doublé de prix. Mais comme la Russie était autosuffisante en carburant,
autosuffisante en nourriture et qu'elle produisait de plus en plus ses propres produits de consommation courante ou les importait de Chine sans sanction, le Russe moyen ne l'a pas vraiment ressenti. Ici, ce qui est le pire avec cette inflation, c'est qu'elle pèse le plus lourd sur l'Américain ordinaire, sur tout ce qu'il paye au quotidien, à chaque plein d'essence, à chaque passage au supermarché, à chaque achat en gros, à chaque fois qu'il regarde sa facture d'électricité. Et ils vont en tenir Trump personnellement responsable. Ils vont surtout accuser ses politiques de guerre. Et c'est justement contre ça que Trump s'était présenté. Il disait « Je ferai baisser vos factures alimentaires. Je ferai baisser vos factures d'essence. Je les ferai vraiment baisser. Je ferai descendre le prix à la pompe en dessous de 3 $. Je ferai baisser vos factures d'énergie. Je vous le garantis. Je tiendrai parole. Et d'ailleurs, je ne mènerai pas de guerre stupide au Moyen-Orient. En lançant une guerre stupide au Moyen-Orient, il a trahi une promesse essentielle. Et le temps presse. On est à quelques mois des élections de mi-mandat. À ce rythme-là, Trump va être laminé à la Chambre. Les démocrates vont gagner largement. Il va être laminé au Sénat aussi. Les démocrates vont faire un gros score. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des enquêtes. Ça veut dire une procédure de destitution. Ça veut dire qu'il pourrait être écarté de la présidence et que tout son programme s'effondrerait complètement pendant les 2 dernières années de son second mandat. Voilà ce qui est en jeu. Et pourtant, il joue avec ça, comme s'il se racontait des histoires, en se persuadant que quelque chose peut marcher, alors que ça fait des mois et des mois que c'est prouvé que ça ne marche pas. L'Iran ne cédera pas à des messages de coercition. Les bombardements ne changeront pas la position de l'Iran. Le blocus du détroit ne changera pas la position de l'Iran. Et lui, il court partout en disant « Le détroit est ouvert, le détroit est ouvert ». Tout le monde peut le voir sur tous les sites indépendants qui suivent le trafic. Non, ce n'est pas vrai. C'est fermé. Mais lui, il veut juste faire semblant que c'est ouvert, faire semblant que tout va circuler librement et faire semblant que l'Iran va lui envoyer demain une lettre de capitulation. Il se berce d'illusions. Il s'invente des choses qu'aucune personne rationnelle ne pourrait croire. Et si quelqu'un doute encore que Trump agit avec une sorte de stratégie d'échec en 3 ou 4 dimensions, ça devrait enfin mettre un terme à cette idée. Trump, c'est un peu comme le roi Lear à la Maison-Blanche, s'illusionnant et se dépouillant lui-même dans un délire absurde et insensé qui met en danger l'économie mondiale tout entière, tout en affaiblissant la sécurité du Moyen-Orient et du monde, à force de s'enliser dans ce conflit permanent avec l'Iran. Robert, voici les cibles des États-Unis la nuit dernière. Là, tu vois la carte de l'Iran. Dans la partie ouest du pays, près du Koweït et de l'Irak, les HIMARS étaient positionnés à la frontière entre le Koweït et l'Irak. Ils ont frappé des cibles dans cette province de l'ouest de l'Iran. Cette province s'appelle le Khuzestan, et comme tu peux le voir, la plupart des cibles se trouvent là. Il y a aussi 2 cibles plus au nord, dans la région de Kermanshah, encore une fois proche de l'Irak. Et l'une d'elles, à Khandab, est une installation nucléaire, une usine d'eau lourde dans cette zone, qui avait déjà été détruite pendant la guerre. Il n'y avait plus rien là-bas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est une vraie question. Et encore une fois, dans le sud de l'Iran, si vous regardez autour du détroit d'Ormuz, ces cibles-là, ils les frappaient encore et encore. Il n'y a rien, enfin je ne sais pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils contrôlent comme ça. Et encore une fois, ils frappent la même cible d'ailleurs. Ils ne changent pas de cible, ils frappent toujours la même. Et voici la carte de ce qui s'est passé du côté des cibles américaines. Laissez-moi vous montrer maintenant la carte des cibles iraniennes dans ce scénario, dans le Golfe Persique. Vous voyez, l'Iran a riposté en Jordanie. Ils ont frappé la base aérienne du prince Hassan,
en Jordanie, les installations de commandement et de contrôle, puis la piste de la base aérienne. Ils ont visé l'une des installations, l'un des abris pour les drones sur cette base. Ensuite, ils ont attaqué les Koweïtiens. Vous savez cette partie du Koweït, là où se trouvaient les HIMARS, cette zone utilisée à la frontière avec l'Irak, qu'ils utilisaient pour frapper l'Iran avec ces HIMARS. Ils ont attaqué Bahreïn, ils ont attaqué le Qatar et ils ont attaqué Oman pour la première fois. C'était quelque chose de nouveau. L'Iran ne l'avait jamais fait auparavant. Et vous voyez, on pensait que l'Iran n'attaquerait jamais Oman, par exemple. Moi, je croyais vraiment que l'Iran n'allait pas faire ça. Mais on voit bien comment l'escalade est en train de changer l'état d'esprit à Téhéran. Ils changent et ils vont chercher un moyen de riposter. C'est ce qui se passe en ce moment. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces pays du CCG? Il n'y a pas eu d'attaque, c'est important de le préciser. Il n'y a pas eu d'attaque contre l'Arabie saoudite, pour le moment. Je veux dire, je pense qu'en ce moment, les principaux freins à l'Iran, ce sont la Chine et la Russie, à des degrés différents. Donc je ne crois pas que les Saoudiens soient en train de discuter avec les Turcs ou les Pakistanais pour créer une nouvelle structure. Cela dit, comme on l'a vu avec les Houthis, ils sont très imprévisibles et assez irréguliers quand il s'agit de mettre leurs intentions à exécution. Et je pense qu'il y a, dans le Golfe, une tendance à projeter leur propre système de valeurs sur l'Iran. En gros, à se dire, si c'était nous, on s'alignerait avec les États-Unis comme on l'a fait. On choisirait l'argent plutôt que les principes. On considérerait la survie de notre régime comme plus importante que celle de notre société, ou même de notre civilisation, pour être honnête. Et ça, je veux dire, beaucoup de ces élites passent plus de temps en dehors du Moyen-Orient que dans leur propre pays. Et je pense qu'il y a chez elles une part qui ne comprend pas qu'on parle ici d'un tout autre monde. L'Iran, c'est un animal très particulier. Une société fondée sur le sacrifice chiite, la fierté perse, un nationalisme iranien profondément enraciné. Ce n'est pas un peuple qui va se laisser faire. Et ça, on l'a bien vu. Le régime iranien a reçu un énorme coup de confiance, surtout pour ses courants les plus durs, à l'occasion de ses funérailles. Non seulement par la participation incroyable qui a battu un record mondial du nombre de personnes réunies pour un seul événement, pas seulement des funérailles, mais n'importe quel événement, avec plus de 40 millions de participants à travers l'Iran et l'Irak, dans tout le monde chiite. Mais leur appel n'était pas pour une résolution, ni pour un accord, ni pour un changement de régime en Iran. C'était un appel à la vengeance. C'était pour redoubler d'efforts. D'après des journalistes indépendants qui étaient présents quand le président iranien a pris la parole lors d'une des cérémonies funéraires, il s'est fait huer au début. Ça donne une idée de l'état d'esprit de la population iranienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je pense que c'est en partie pour ça d'ailleurs que Trump a explosé. Trump, à mon avis, il fonctionne comme ça. Il passe directement de la pensée à l'émotion. La partie de son cerveau qui gère la fonction exécutive est très abîmée, très affaiblie. Et certains enfants autistes sur le spectre ont ce genre de fonctionnement. Donc les gens qui connaissent des personnes comme ça comprendront, ils perdent le contrôle. Ils ne veulent pas perdre le contrôle. Mais c'est ce qui arrive à cause de cette partie de leur cerveau. Sur le plan neurologique, ça ne fonctionne pas comme ils le voudraient. Et c'est pareil pour la démence comportementale et émotionnelle. C'est un manque de contrôle exécutif. Ça ne suppose pas forcément une baisse des capacités cognitives. Mais là, on parle d'un président qui vient de parler de la République islamique du Japon. Donc peut-être que certaines choses lui échappent aussi. Et ce qu'on voit, c'est que je pense, Trump a vu les immenses rassemblements en soutien à l'ayatollah. Et c'est typiquement le genre de choses qui le met en colère.
Alors, il a décidé d'escalader en passant par la voie omanaise, même si cette voie n'était pas autorisée par le protocole d'accord, et qu'elle était même au moins implicitement rejetée, puisque le texte précisait que l'Iran contrôlerait ce qui se passe à la sortie du détroit. Alors, est-ce qu'on pourrait l'interpréter d'une façon qui ne l'exclut pas? Oui, bien sûr, mais ce serait vraiment tiré par les cheveux. Et on savait que c'était tiré par les cheveux. La route omanaise, elle, ne peut absorber qu'environ 20 à 25% du trafic habituel, celui qui entre et sort chaque jour, parce que c'est un passage plus étroit, plus limité. Donc dans ces conditions, ce n'est pas une solution. Il n'y a aucun scénario où ça en devient une. Et à la place, Trump a simplement choisi d'envenimer la situation. Quand l'Iran a continué à dire non, qu'il ne laisserait pas faire, il a complètement piqué une crise. Et il est toujours surpris quand ces crises ne fonctionnent pas. Franchement, il faut penser comme un tout petit. Imaginez un enfant de 2 ans, incapable de comprendre le monde au-delà de son propre ego et de ses émotions. Et souvent, ils n'ont absolument aucune notion des limites, les limites de leur pouvoir, les limites de leur capacité à imposer ou à exiger quelque chose. Je ne veux pas aller dormir. Je ne veux plus jamais dormir. Que Dieu me bénisse. Eh bien, ça ne va pas marcher pour toi. Trump, malheureusement, a exactement le même état d'esprit. Et en plus, il s'est entouré d'un cabinet de lâches, des courtisans soumis, incapables de le contredire ou de le défier. Je pense qu'il croit pouvoir manipuler durablement les marchés du pétrole et du gaz, qu'il peut le faire, que Biden peut simplement le faire. Ou alors, si les prix augmentent, c'est forcément à cause de ces méchantes compagnies locales de stations-service, avides et sans scrupules, qui gonflent les prix et profitent de la situation. La raison pour laquelle les raffineurs, le prix du crack, c'est-à-dire le prix quand on transforme un baril de pétrole en essence, en diesel ou en kérosène, il y a toujours un certain écart de prix. Mais le principal facteur de ce coût, c'est le coût du raffinage et celui du baril lui-même. Or, ce baril coûte tout simplement entre 50 et 60% de plus pour les raffineurs à l'achat au port que sur les marchés à terme. Ça montre bien que ces marchés à terme sont complètement manipulés par un ensemble de gros acteurs, très probablement le gouvernement américain, en principe. Et lui, il semble penser que d'une manière ou d'une autre, ça ne posera pas de problème pour lui, encore une fois. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Pendant environ une semaine, on a eu un Trump raisonnable qui disait que les sanctions ne marchent pas, que ça ne fait que nuire à notre propre système financier américain, que c'est l'argent de l'Iran, donc on ne peut pas le garder indéfiniment. Bref, qu'on était au bord du gouffre dans 4 semaines. C'était il y a 4 semaines. Donc on ne peut pas continuer à se battre comme ça. Il faut mettre Bibi sous contrôle sur la question d'Israël. Il n'a pas besoin de bombarder le Liban à chaque fois qu'un drone tombe dans le désert. Et du jour au lendemain, ce Trump-là a disparu. Je ne cesse de dire aux gens qu'il peut changer comme ça à tout moment. Et je pense que le vrai problème maintenant, c'est comment l'Iran peut-il faire confiance à quoi que ce soit? Ils avaient déjà un très profond scepticisme sur la fiabilité des États-Unis. Mais je crois qu'ils ont accepté le mémorandum d'entente pour 3 raisons. Premièrement, Vance insistait sur le fait qu'il pouvait convaincre Trump de tenir bon. Deuxièmement, la Chine voulait que le détroit reste ouvert, parce qu'elle ne souhaite pas que l'économie mondiale s'effondre, étant donné qu'elle dépend énormément des exportations en ce moment, à cause de ses problèmes immobiliers internes. Et troisièmement, une partie de l'Iran disait « Bon, même si ça ne marche pas, on fera des réserves de liquidités, on fera des stocks de marchandises et on profitera de ces 30 jours pour vendre autant de pétrole et de gaz que possible, afin d'obtenir tous les biens essentiels dont on a besoin. » Et il faut se rappeler que l'Iran est une société largement autosuffisante.
entre 90 et 95% de la nourriture consommée par sa population est produite à l'intérieur du pays. Et tout le carburant dont il a besoin, il peut le produire lui-même. Ils ont encore des lignes de chemin de fer qui vont vers la Russie et d'autres qui passent par le Pakistan pour aller jusqu'en Chine. Donc ils ont plusieurs routes et apparemment on en a touché une, mais ils la reconstruisent en 3 jours. Autant dire, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire, ni que nous puissions faire, pour empêcher ça. Aujourd'hui, ils sont dans une situation budgétaire meilleure que ce qu'ils ont connu depuis peut-être 10 ans. Ils ont probablement environ 6 mois de marge, et ça, c'est en plus de leur autosuffisance alimentaire et énergétique, et de leur accès aux biens essentiels venant de Russie et de Chine, soit par le rail, soit par la mer Caspienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, comme Larry l'a souligné, un militaire lui a dit qu'on était en train de transformer de la merde de chameau en verre. En gros, comme tu l'as dit, on bombarde toujours les mêmes cibles. On n'a déjà rien bombardé là-bas. Et tout ça, c'est juste pour que Trump se sente bien, parce qu'ils savent qu'ils ont à la Maison-Blanche un type dénudé, délirant, complètement fou, qu'ils ne peuvent ni calmer ni satisfaire. Ils essaient juste d'éviter qu'il appuie sur un bouton nucléaire, ou qu'ils disent « Allez, on y va, on bombarde tout ». Je veux dire, il est même tombé dans le piège avec Israël, en disant « Ah oui, les Iraniens essayent de te tuer à Ankara. Tu ferais mieux de ne pas faire confiance à cet avion qatari. Prends plutôt l'autre. » Et lui, il répondait « Ah oui, je vais tout atomiser. Je ferai en sorte que tout soit détruit si on me tue. » En gros, il suppliait presque Israël de venir le tuer, parce qu'il venait de donner le feu vert pour attaquer l'Iran si jamais ça arrivait. Tout le monde sait que c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que l'Iran aurait une raison de vouloir éliminer Trump? Bien sûr. Est-ce qu'ils pensent que ce serait dans leur intérêt? Non, pas du tout. Donc ils ne le feront pas. Israël, en revanche, c'est une toute autre histoire, un tout autre cas. Leur moyen de dissuasion, en réalité, c'est J.D. Vance. Donc eux non plus n'ont aucune envie de le faire. Mais voilà où on en est. Franchement, si les gens n'ont pas encore compris, on a un roi Lear à la Maison-Blanche. Je ne vois pas ce qu'il faudrait de plus pour le prouver, à moins que Trump sorte demain en disant « On va conquérir Mars, on y va demain, on la donne à Elon, elle sera à nous. » Exactement comme il l'a dit à propos de l'Iran. Toute leur nourriture nous appartient. Franchement, c'est l'une des choses les plus stupides qu'on puisse dire. Mais il est en train de motiver et d'unifier encore davantage la population iranienne. On ne peut pas gagner cette guerre. La seule vraie question, c'est quand est-ce qu'on s'en va? Et est-ce qu'on part avant de tomber du haut de la falaise de l'économie mondiale? Robert, c'est quand même incroyable, non? C'est Israël qui a déclenché cette guerre, et maintenant, ils n'en font même plus partie. Tout se joue entre l'Iran et les États-Unis. Et tu sais, les pays du Golfe sont aujourd'hui plus touchés par cette guerre qu'Israël lui-même. Et ça montre bien, parce que vous connaissez Israël, qu'ils essayent de faire passer un récit selon lequel ils voudraient s'impliquer, mais que les États-Unis leur disent de ne pas le faire. Moi, je pense que c'est à cause de ce qu'ont dit le docteur Postol, le colonel Wilkerson, d'autres encore, et Larry Johnson aussi, à savoir qu'Israël a encaissé des coups bien plus durs qu'ils ne veulent l'admettre. Et le fait qu'ils ne soient pas pressés de replonger là-dedans le prouve, parce que vous savez très bien qu'ils le feraient, et qu'ils feraient revenir Trump dans le jeu, s'ils voulaient vraiment y retourner. Mais non, ils préfèrent que les États-Unis et les pays du Golfe fassent le sale boulot à leur place, parce qu'il est clair qu'ils ont pris bien plus de coups qu'ils ne l'ont reconnu, et qu'ils ne veulent surtout pas en reprendre d'autres de la part du régime iranien.
Mais on continue à bricoler. Et l'une des plus grandes erreurs qu'on ait faites, c'est de punir ceux qui essayent d'agir diplomatiquement, en interprétant ça comme un signe de faiblesse. On l'a fait avec l'Iran, on l'a fait avec la Russie, on l'a fait avec tout un tas de pays avant d'en arriver là, y compris avec des gens comme Kadhafi et d'autres. Et puis il y a cette autre chose. On passe notre temps à tester, à provoquer un peu. Du genre, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut franchir la ligne? Parce qu'on frappe peut-être une usine de dessalement ici ou là. On touche les champs énergétiques par endroits, juste à la limite, vraiment à la limite. Et on tente de voir, est-ce que l'Iran va réagir? Est-ce qu'ils vont, eux, viser les usines de dessalement dont les pays du Golfe et Israël dépendent totalement, contrairement à l'Iran? Est-ce qu'ils vont s'en prendre aux infrastructures électriques de ces pays qui sont bien plus centralisées que le réseau iranien? Je veux dire, les autres pays du Golfe sont tous assis au milieu du désert. L'Iran, lui, a l'une des topographies les plus complexes au monde et aussi l'une des plus variées. Il y a des montagnes, des vallées, des collines, du désert, des voies navigables et d'immenses frontières. Ce n'est pas du tout le même type de pays que les autres du Moyen-Orient. Et donc, ils peuvent infliger beaucoup plus de souffrance que ce que nous sommes capables de supporter, et eux peuvent en encaisser bien plus que nous. Ils ont, en quelque sorte, un seuil de douleur dans l'escalade beaucoup plus élevé. La seule chose à laquelle nous pourrions répondre, ce serait par des bombardements massifs en détruisant toute une civilisation ou par des armes nucléaires, ce qui ferait de nous un paria politique à l'échelle mondiale et enverrait Donald Trump en prison en un mois. Donc, ce n'est pas une option viable. Il ne reste donc qu'une chose. Continuer à constater que la stratégie de Trump ne peut pas fonctionner. Mais lui, il ne peut pas comprendre que ça ne peut pas marcher. Il a été annoncé que Donald Trump prononcera un discours important à la nation jeudi à 21h. Je me souviens de 2 fois, pendant la guerre, après avoir annoncé le cessez-le-feu, il avait fait la même chose. En gros, il n'avait rien dit. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Peut-être il va essayer de tromper les marchés, de leur faire croire qu'il se passera quelque chose jeudi, histoire de les calmer un peu. Jusqu'ici, c'est souvent ce qu'il a fait. C'était l'objectif tactique auparavant. L'autre crainte, c'est que quelqu'un, comme l'ont souligné Brandon Weichert et d'autres, pense qu'on a une sorte de plan d'opération spéciale et qu'ils veuillent annoncer qu'ils ont pris l'île de Karg, ou quelque chose dans ce genre-là. Personnellement, je trouve ça très peu probable. J'ai dit aux gens que la probabilité qu'on envoie vraiment des troupes sur le terrain de manière significative, c'est de l'ordre de 1 à 2%. On n'a rien mis en place pour que ça arrive. On ne peut tout simplement pas le faire, techniquement. Il n'y a aucun moyen d'acheminer les soldats, de les amener sur place, de leur faire franchir la frontière. Ce n'est tout simplement pas possible. L'écart est énorme et ça nous écraserait. Et puis, Trump est parano à l'idée d'être celui qui aurait un tas de pertes américaines. La deuxième chose qui le rend parano, c'est la peur d'avoir des otages américains. Il a d'ailleurs essayé, avec une opération des forces spéciales, de récupérer ce qu'il appelle de la poussière nucléaire. Alors, on a fait semblant que c'était un avion abattu. On a lancé une mission de sauvetage. Le problème, c'est que les gens qu'on a envoyés pour cette mission, c'était pas du tout les bons profils. C'était pas des sauveteurs, c'était des types qu'on envoie pour une opération spéciale qui a mal tourné. Et lui, il était terrifié. Tellement terrifié qu'ils l'ont fait sortir de la salle de crise parce qu'il perdait complètement les pédales. Ils ont dû le faire évacuer physiquement. Et donc, à partir de là, avec Joe Canton, qui lui a bien mis dans la tête qu'il risquait de devenir le prochain Jimmy Carter, il agit surtout par peur maintenant. Peur de finir comme Herbert Hoover,
peur de finir comme Lyndon Johnson, peur de finir comme Jimmy Carter, peur de finir comme Barack Obama. Du coup, il ne veut pas conclure d'accord, il ne veut pas non plus débloquer de fonds, mais en même temps, il ne veut pas être celui qui se retrouve avec des otages sur les bras ou coincé dans une guerre sans fin avec des pertes américaines et des cercueils qui rentrent au pays. Ce conflit, cette contradiction en lui, vont continuer à le pousser vers la guerre. À tel point que, selon moi, sa stratégie sera simple. Bloquer et bombarder, encore et encore. Convaincu que cette combinaison finira par tout débloquer, un peu comme Nixon le pensait à tort avec ses campagnes de bombardement massif au Vietnam. Il lui a fallu 4 ans pour admettre que non, il n'y avait rien à débloquer dans le conflit vietnamien, à cause de ce qu'est le peuple vietnamien. Celui qui a vaincu Genghis Khan et les Mongols, pas une, mais 2 fois. Il aurait dû le savoir, après qu'ils ont déjà battu les Français et les Chinois avant ça. Il ne fallait pas s'y engager. C'est la même chose avec les Afghans, qui ont chassé les empires britanniques et soviétiques. Il y avait peu de chances que nous réussissions là où eux avaient échoué. L'Iran, c'est encore une toute autre échelle. Et pendant qu'on fait ça, on s'amuse en même temps à ajuster, à lancer de petites attaques et à se vanter des coups qu'on porte à la capacité de raffinage de la Russie. Résultat, la Russie réduit ses exportations, ce qui aggrave encore la situation, et il s'en vante à l'OTAN, ce qui compromet toute possibilité de détente entre les États-Unis et la Russie dans un avenir proche et affaiblit même la position de Poutine. Il paraît de plus en plus déraisonnable en restant tolérant envers les États-Unis et en faisant confiance à Trump pour parvenir à un accord négocié raisonnable. Donc la tension monte de ce côté-là, au moment même où on essaye de mener cette absurdité en Iran. La vraie question c'est, est-ce que quelqu'un peut contenir ou freiner Trump suffisamment pour éviter que l'économie mondiale ne tombe dans le vide? Parce que l'Iran survivra à ça. L'Occident pourrait ne pas le faire. Et malheureusement, la réponse reste encore incertaine. On aurait dit que c'était réglé il y a 2 semaines. Grâce aux efforts consciencieux du vice-président Vance, des médiateurs pakistanais et à la pression exercée par la Chine. Mais maintenant, on dirait que la Chine s'apprête à reprendre ses achats de pétrole et de gaz. Certains disaient que c'était une destruction de la demande, d'autres parlaient d'un excédent d'offres. Aucune de ces explications ne tient vraiment. À mes yeux, la Chine n'achetait tout simplement plus, elle utilisait ses propres réserves stratégiques et d'autres sources d'énergie. Et elle en a beaucoup. Charbon, nucléaire, électricité, tout ce qu'on veut, pour maintenir l'Asie et le Sud global à flot, afin qu'ils puissent continuer à acheter des produits chinois. Mais on dirait que maintenant, elle va reprendre ses achats pour faire remonter les prix, parce qu'elle avait laissé aux États-Unis une chance de sortir de leur propre désastre, qu'ils se sont eux-mêmes infligés. Et Trump, lui, ne peut pas s'en empêcher. Il revient toujours à mettre le doigt dans la prise, et peu importe combien de fois il se fait électrocuter, il y retourne en se disant « peut-être que cette fois, ça marchera ». Il y a un article, Robert, dans Politico. Il dit que J.D. Vance fait face à une méfiance grandissante de la part de certains donateurs républicains pro-israéliens à cause de sa défense du cessez-le-feu avec l'Iran et de ses critiques de plus en plus directes envers le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Et on sent bien d'une certaine façon ce qui se passe avec ces gens aux États-Unis. Ils sont très actifs. Comment tu vois le cas de Lindsey Graham? Est-ce que ça risque d'affaiblir leur position ou bien tu penses que... Ah oui, ça va arriver. Donc, il y en a 2. En fait, ils n'ont jamais aimé J.D. Vance, même en secret. Le lobby pro-israélien a fait pression contre sa nomination comme vice-président. Ils voulaient Rubio,
ou d'autres à la place. Ils n'ont pas aimé non plus qu'on lui confie le dossier des négociations diplomatiques de paix avec l'Iran. Là encore, ils voulaient Rubio ou quelqu'un d'autre. L'Iran, de son côté, n'avait aucun intérêt à ça, sachant très bien que ça n'irait nulle part. Donc, c'est en quelque sorte l'Iran qui a forcé la main de Trump pour que Vance soit cet homme-là. Vance a un peu suivi le même parcours intellectuel, la même sorte de conversion que Charlie Kirk, en comprenant, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, que le lobby pro-israélien et Israël ne sont pas des alliés fiables, qu'ils représentent un obstacle constant aux intérêts géopolitiques des États-Unis, et qu'ils ont contribué pertinent au mandat de Trump. And that they've helped destroy the Trump second term. And Vance is increasing. Vance knew that unless this deal Et Vance progresse. Vance savait que si cet accord ne tenait pas, on risquait de se faire balayer aux élections de mi-mandat. Et dans ce cas, il ne se présenterait même pas en 2028, parce qu'il n'allait pas se faire écraser pour rien. Pourquoi faire ça? Il est très jeune. Il peut très bien rentrer, se présenter au poste de gouverneur de l'Ohio. Et il comprend de plus en plus ce que certains d'entre nous disons depuis un moment, qu'Israël est et deviendra de plus en plus un paria politique aux États-Unis d'Amérique. Et le lobby pro-israélien est en train de perdre deux de ses plus grands alliés. Mitch McConnell, peut-être qu'il est mort, peut-être pas, mais on ne dirait pas qu'il va revenir de sitôt. Et Lindsey Graham était leur principal défenseur au Sénat. Et Graham était sur le point d'imposer des sanctions à la Russie. Tout ça risquait d'envenimer encore plus la situation. Maintenant, ce paquet de sanctions est remis en question. Je sais que Larry a dit que le calendrier du retour de Graham aux États-Unis ne correspondait pas vraiment à la version officielle. Ce que je peux dire, c'est que les rumeurs disaient que Graham, disons simplement que Graham appréciait certains à côté de soirée. Cherchez juste Keir Starmer, mannequin ukrainienne, et vous aurez peut-être une idée de ce qui a pu se passer avec Lindsey. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait une crise cardiaque dans ces circonstances. Et ce serait tellement embarrassant pour Trump et sa famille, pour Trump et la famille de Graham, qu'il l'ait mis dans un avion médicalisé, qu'il l'ait rapatrié en urgence et qu'ils aient dit ensuite « Oh, il a eu une crise cardiaque ici aux États-Unis ». Moi, je ne crois pas que les Russes aient eu quoi que ce soit à voir là-dedans. Ce n'est pas vraiment leur mode opératoire, malgré la caricature qu'on fait de Poutine. Mais ça collerait bien. Vous savez, il y a une raison pour laquelle Graham y retournait sans cesse. Ce n'était pas juste pour dire bonjour au petit Zelensky. Alors le Zelensky, ou la malédiction Zelensky, comme l'appelle Alex Christoforou de The Duran, a pris un tout autre sens avec Graham. Mais la perte de Graham, c'est un coup énorme, vraiment énorme, pour le lobby pro-israélien, pour l'État profond, pour le complexe militaro-industriel. Parce qu'il était, de façon constante, et surtout avec Trump, leur défenseur le plus efficace, celui qui savait tordre et déformer le second mandat de Trump pour en faire un programme dicté par le lobby israélien, la guerre, le complexe militaro-industriel et l'État profond. Sans lui, ils n'ont plus personne capable de jouer le rôle de chuchoteur de Trump. Je suis sûr qu'ils sentent la pression à ce sujet. Ils vont peut-être essayer de faire sortir Nikki Haley de sa semi-retraite, tenter de la convaincre de se présenter pour ce siège, ou encore pousser le gouverneur à la nommer. Trump, lui, recommande la sœur de Graham pour faire un peu office de gardienne jusqu'à ce que le siège du Sénat soit remis en jeu lors des élections de novembre, d'ici janvier prochain. Mais c'est un coup dur, un coup vraiment très dur. L'ancien axe Graham-McConnell-McCain, qui formait le moteur républicain conservateur à Washington pour l'État profond, le lobby pro-israélien et le complexe militaro-industriel, a complètement disparu. Et avec lui, une bonne partie de leur influence et de leur puissance. Leur pouvoir n'est pas effacé, mais leurs principaux défenseurs ne sont plus là, et ça va clairement leur porter préjudice.
Je pense que, quand on regarde ce que Donald Trump a dit sur MSNBC et sur CNN, il est vraiment triste à propos de Lindsey Graham. Parce que Lindsey Graham, c'était une sorte de figure hybride. Quelqu'un qui savait créer des liens avec les deux partis, les démocrates comme les républicains. Il a expliqué que chaque fois qu'il avait un problème avec les démocrates, Lindsey Graham réglait ça. Il faisait quelque chose pour arranger la situation. Et aujourd'hui, il n'y a personne dans le Parti républicain capable de faire ça. Moi, je ne le vois pas. Certains disent peut-être que Ted Cruz pourrait jouer ce rôle, mais franchement, je ne vois pas Ted Cruz dans cette position. Non, aucun d'entre eux n'avait cet effet de chuchoteur de Trump. Graham aimait se vanter d'avoir apaisé les tensions avec les démocrates, alors qu'en réalité, il n'y arrivait pas. Mais ce qui comptait, c'est qu'il avait réussi à en convaincre Trump. Du coup, Trump le voyait comme un intermédiaire privilégié, et à l'extérieur, beaucoup le considéraient comme celui qui savait parler à Trump. Et Trump, lui, le voyait comme son relais au Sénat. Sans lui, il n'y a absolument personne pour jouer ce rôle. Il s'est brouillé avec McConnell, c'est vrai, mais McConnell gardait quand même une influence institutionnelle tant qu'il restait en place. Alors sans aucun des deux, c'est une perte énorme pour le noyau dur. Ils vont être inquiets parce qu'ils vont se dire que Trump va devenir encore plus imprévisible. Ils ne savent pas qui aura de l'influence sur lui à tel jour, à telle heure, à tel moment. Et vu l'état de déclin de ses facultés mentales, Graham a su en tirer parti de façon très habile. Du genre, tu vas être formidable, tu vas devenir une légende, tu vas entrer dans l'histoire aux côtés des plus grands. Tu vas être comme Attila le Hun, tu vas marquer ton époque. Enfin, qui a envie de se comparer à Attila le Hun? Mais apparemment, Trump l'a fait, d'après le livre Regime Change, et aussi avec Gengis Khan. Ce ne sont pas de bonnes comparaisons à faire. Les empereurs romains à l'ancienne. Mais Graham, lui, c'était parfait, parce que c'était un vrai type de cocktail. Un alcoolique fonctionnel, oui, mais un bon compagnon de bar. Bon sur le parcours de golf. Sympa, toujours à demander « Comment ça va ?» Trump adore ce genre de partenaire de conversation. Et Graham a très vite compris comment manipuler Trump avec une grande facilité. Il a surtout contribué à nourrir chez Trump cette fascination pour l'idée d'empire. Sans lui, Trump va devenir encore plus imprévisible, encore moins digne de confiance pour tout le monde. Mais l'État profond, lui, a perdu un allié clé, essentiel, avec la mort de Lindsey Graham. Donald Trump. Le New York Times vient de rapporter que Donald Trump a officiellement informé le Congrès que les combats ont repris en Iran. Ce qui, soit dit en passant, constituerait une violation de la résolution sur la guerre en Iran, adoptée à la fois par la Chambre et le Sénat. Et ce sera probablement l'article numéro 1 de sa mise en accusation en janvier 2027. Oui. Robert, l'autre problème, c'est que dans le cas de la Turquie, l'administration Trump veut lui vendre ses F-35. Or, la Turquie a déjà son propre système de défense aérienne qu'elle a acheté à la Russie, le S-400, 2 bataillons, S-400 et 4 batteries. Il semble que la Russie leur ait donné le feu vert pour les vendre aux Émirats arabes unis. Quelle est votre compréhension de cette situation? Tu sais, ça pourrait faire partie du revirement des Émirats arabes unis. Je sais que Poutine a fait beaucoup d'efforts. Par exemple, la Chine mettait une forte pression économique sur l'Iran pour conclure un accord via le Pakistan, tout en lui offrant en même temps une certaine couverture et une forme de protection. Et la Russie, elle, s'occupait plutôt de l'architecture de sécurité en poussant à la restructurer et à la reformuler. Apparemment, Moscou aurait dit à l'Iran, d'après plusieurs sources, y compris des publications russes, que les États-Unis feraient exactement ce que Trump vient de faire.
qu'ils vous convaincraient de signer un accord, qu'ils accepteraient un cessez-le-feu, mais qu'en réalité, ils chercheraient à se réarmer, à tout miner et saboter du début à la fin, pour voir jusqu'où ils peuvent aller en violant les engagements, avant de tout faire s'effondrer. Alors, il faut s'y attendre. Faites tout ce que vous pouvez pour vous préparer. Rentrez autant d'argent que possible. Procurez-vous tout ce que vous ne produisez pas vous-même et faites des réserves, de vraies réserves, que ce soit en armes ou en autres équipements, pour rétablir un certain équilibre, notamment avec des missiles balistiques, des drones et ce genre de choses. Et maintenant, la Russie a été confirmée dans ses positions. Apparemment, il y a eu des vols entre Téhéran et Moscou ces derniers jours. Il se peut donc que les Émirats arabes unis envisagent quelque chose, parce que, par exemple, nous ne vendons généralement pas de F-35 à un pays qui possède certains avions russes, comme ceux que vous avez mentionnés. C'est d'ailleurs la raison de longue date pour laquelle nous n'allions pas en fournir à la Turquie. Donc, si la Turquie les remet maintenant aux Émirats arabes unis, on peut se demander, est-ce que les Émirats vont rejoindre un camp soutenu par la Russie et la Chine? Moi, j'y vois plutôt un signe que les Émirats, qui étaient autrefois les plus favorables à la guerre contre l'Iran aux côtés des États-Unis, sont en train de changer de direction. Il semble que les Émirats et les dirigeants émiratis aient effectivement libéré des fonds dans le cadre du programme d'allègement des sanctions, et que cela ne vienne pas directement des États-Unis, ni avec leur autorisation. D'après ce que je comprends, il s'agirait d'au moins 3 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable pour une économie de la taille de celle de l'Iran. Donc c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est un signe. On verra bien, mais ça laisse penser que les Émirats veulent se rapprocher davantage du camp russe que du camp américain, tout en essayant de sauver leur projet de Dubaï pour l'avenir. Et au fond, c'est sans doute plus logique. Ils ont beaucoup plus de liens avec Moscou qu'avec New York. Dubaï, fondamentalement. Oui. Alors voilà, il semble que l'Arabie saoudite ait publié des notam pour fermer temporairement l'aéroport international d'Aba, celui du roi Abdallah Ben Abdelaziz à Jizan, ainsi que l'aéroport de Najran. En gros, il ferme pratiquement tous les aéroports du pays à cause de l'avertissement venu des Yéménites. Et Robert, le prix du pétrole en ce moment, je viens de vérifier, il est à 83,38 $ pour le Brent. Et il est en train de monter. Il monte déjà. Et je pense que ce soir, avec ces attaques, il va encore grimper. Lundi, ça va être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que Donald Trump pourrait, d'une manière ou d'une autre, se remettre des problèmes qu'il a eus avant de signer le protocole d'accord? Parce qu'il avait eu un souci avec les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Et jusqu'à présent, ce qu'on sait, c'est que depuis le 28 février, il y avait environ 415 millions de barils. Ces réserves ont été réduites de 95 millions de barils pendant la guerre et après la guerre. Et aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à les reconstituer. Et encore une fois, ils sont attaqués. La guerre est en cours, comme il l'a mentionné. Le New York Times a rapporté qu'il voulait recommencer. Quelle est votre lecture de tout ça? Donc pour lui, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il pourrait même essayer de manipuler le prix à terme, parce que d'habitude, ce prix-là correspond à environ 1 mois d'avance sur le marché papier. Mais ça ne règle pas son problème à la pompe. Ça ne règle pas non plus son problème avec le coût du diesel ou du kérosène, des coûts qui se répercutent sur les biens de consommation courante dans toute l'économie américaine et qui ont aussi un impact sur l'économie mondiale. Et au final, tout ça nous revient à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc ça, c'est le premier problème. Et c'est là que le crack spread en dit plus que le prix à terme,
Il montre combien doivent payer ceux qui produisent le diesel, l'essence ou le kérosène pour ce baril brut, afin de pouvoir le raffiner puis distribuer le produit raffiné dans le reste du pays. Parce que ce qui intéresse vraiment les Américains, c'est le prix qu'ils paient à la pompe, pas celui du marché à terme. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est de savoir jusqu'où la manipulation du marché à terme peut tenir et combien de temps elle peut se maintenir. Et puis, est-ce que ces coûts finissent par se répercuter sur l'économie réelle si les gens pensent que les prix vont rester durablement élevés ou au moins élevés pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois? Et encore, là on ne parle même pas des problèmes liés aux engrais, à l'hélium, ni à d'autres éléments essentiels comme le soufre et d'autres composants critiques de la chaîne d'approvisionnement. Ou si la Chine décide de resserrer un peu plus la vis. Peut-être qu'elle autorise maintenant ces petites raffineries indépendantes à importer du pétrole pour faire grimper le prix du brut, directement au baril, directement au port. Mais peut-être aussi qu'elle commence à restreindre un peu plus l'hélium, comme elle le fait déjà, à limiter les exportations de produits raffinés, ce qu'elle a fait de manière sporadique, à restreindre les terres rares dont on a absolument besoin pour tout notre matériel militaire qu'on veut soudainement remplacer, maintenant qu'il a été épuisé pendant la guerre en Iran. Donc il a tous ces problèmes-là, il le sait, et pourtant, il reste dans un état d'esprit complètement illusoire. Il pense vraiment qu'il peut s'en sortir juste en parlant, qu'il peut bombarder, bloquer et baratiner l'Iran jusqu'à ce qu'il capitule, alors qu'ils ne capituleront jamais. Et tout le monde le voit. C'est fascinant. C'est comme un accident de train au ralenti. Tout le monde voit que ça arrive. Ils savent que ça va arriver. Ils savent ce qui va se passer. Mais pour une raison ou une autre, le conducteur, là, à l'avant du train, ne fait rien. Et c'est, je crois, exactement ce qu'on est en train d'observer. Et je pense que les marchés vont peu à peu s'en rendre compte. Même sur les marchés à terme, le prix du Brent devrait être autour de $55 le baril, avant que tout ça ne commence. Si on revient à l'automne, avant la montée vers la guerre, qui a aussi fait grimper les prix, on devrait être à $50-55 le baril. Ce serait une économie en plein essor. Un peu risquée pour les producteurs de pétrole et de gaz, certes, mais une économie florissante. Au lieu de ça, on se dirige plutôt vers $100 et plus, clairement au port. Là-bas, ils payent probablement $1.20, $1.25. Et ce n'est pas seulement la hausse en elle-même, c'est aussi l'endroit où elle se fait sentir. En ce moment, les plus fortes augmentations des prix de l'essence et du diesel aux États-Unis se produisent dans des États comme l'Iowa et l'Ohio, où il y a de grandes élections à la Chambre, au Sénat et pour les gouverneurs. Donc, certaines des régions clés du pays sont celles qui souffrent le plus et le plus durement. C'est là que Trump va commencer à ressentir la pression, de plus en plus forte. Mais jusqu'à présent, ça ne le pousse pas vraiment à agir de manière raisonnée et rationnelle. Je pense donc qu'il faudra que les pays du Golfe se réveillent et comprennent qu'ils doivent vraiment aller plus loin sur ce sujet pour changer la donne. Sinon, tout ça va continuer à avancer dans la même direction et de façon tout aussi désastreuse. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Oui, toujours ravi d'être là. À très bientôt. Prends soin de toi. Take care.